Bonjour, ici une PN Théorie. Cette fois, il va s'agir d'une série, très certainement une série de vidéos, d'émissions sur la rupture avec une personne qui est dans la perversion narcissique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et puis, il y a des différences entre les différents profils de pervers narcissiques, notamment, on l'a vu dans d'autres émissions, d'autres thèmes, le profil que j'appelle plutôt charismatique, parce qu'il y a deux versions, si vous voulez, des personnes qui sont dans la perversion narcissique. Il y a la personne qui est plutôt d'un aspect et qui fonctionne de manière charismatique, et puis l'autre qui est plus dans la dissimulation, qui semble timide au départ, dont on ne se méfie pas, et que j'appelle le profil araignée. Alors, je vous dis tout de suite déjà que je parle de pervers narcissique, de personnes, mais en fait, je préférais dire la personne qui est dans la perversion narcissique. Mais pour éviter les répétitions, pour éviter que c'est un peu trop lourd comme expression, je dirais le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Alors, la rupture avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça n'a rien à voir avec une rupture avec quelqu'un qui n'est pas pervers. Voilà, si vous êtes deux personnes saines, c'est-à-dire qui n'êtes pas perverses, la rupture se passe différemment. Il peut y avoir des déchirements, il peut y avoir de la violence, on peut en arriver à de la violence, mais les personnes ne sont pas perverses. Donc, ça va fonctionner très différemment, cette rupture. Donc, je vais expliquer pourquoi. Avec quelqu'un qui n'est pas dans la perversion. Ça va être beaucoup plus long et déchirant à plein d'égards. Donc, on va faire une différence quand même entre les deux profils dont je vous avais parlé. La personne qui est dans la perversion et qui est plutôt d'un profil charismatique. Et puis l'autre qui est plutôt d'un profil araignée. Parce que c'est quand même différent. Alors, ce qui caractérise quand même cette rupture, surtout avec le pervers narcissique charismatique. Alors, je dis le pervers narcissique pour aller plus vite. En fait, c'est pas le pervers narcissique, c'est la personne qui est dans la perversion. Je préfère le dire comme ça. La personne qui est dans la perversion narcissique. Hein. C'est juste par souci de simplicité que je dis le pervers narcissique. Alors, d'abord, s'il y a rupture, on se demande qui est à l'origine de la rupture. Alors ça peut être vous, qui a priori n'êtes pas pervers, donc la victime du pervers, et puis il faut savoir pourquoi aussi. Donc ça peut être vous à l'origine de cette rupture, lors d'un déclic par exemple, ou lors d'un ras-le-bol. Vous voyez, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Le déclic, on va voir à quoi il peut être dû, à deux choses. Soit une prise de conscience parce que vous aurez lu, entendu, etc. des choses, et vous serez rendu compte qu'effectivement vous êtes dans un piège et que ça ne peut pas durer, que vous ne supportez plus. Mais généralement, il faut qu'il y ait eu un événement marquant. Parce que même si on a la connaissance de ce qu'est la perversion, qu'on se rend compte qu'on est dans cette perversion, c'est pas pour ça qu'on est sorti de l'emprise. Donc, en fait, on va peut-être avoir envie de partir, il va peut-être y avoir un déclic, mais en fait, on ne peut vraiment partir. Je ne dis même pas s'enfuir, hein, je dis partir, parce qu'on part dignement, c'est pas une fuite. Que lorsqu'il y a un événement qui fait qu'on a cette énergie. Parce que c'est très difficile de partir, vous savez très bien, qu'on soit homme ou femme, quand il y a un engagement, par exemple un mariage, une vie commune, un Pacs, vous voyez, quelque chose comme ça, ou une maison qu'on a en commun,
ou un prêt dû à l'achat d'une maison, d'une entreprise, d'un terrain, de je ne sais quoi. Et aussi, si l'on a des enfants, et puis la durée aussi, si on est depuis longtemps avec quelqu'un qui a des habitudes qui se sont créées, des amis communs, toute une vie en fait, hein, tout ce qu'il y a dans une vie. Je dis pas toute une vie sur la durée, mettons si ça dure 30 ans, ça peut très bien ne durer que 2-3 ans. Et puis, c'est donc différent de quelqu'un qui par exemple n'aurait pas d'enfant et serait seulement depuis 6 mois avec un ou une perverse narcissique, s'en rendrait compte et déciderait d'arrêter tout net parce que il n'y aurait pas encore eu tout le poids de ses habitudes, tout le poids de ses engagements, de ce fonctionnement. Il n'y aurait pas eu cette dépendance non plus, la dépendance ne serait pas encore trop forte et donc la personne pourrait trouver la force de partir facilement. Mais le plus souvent, ce sont des personnes qui s'en rendent compte après coup, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en vouloir de s'être rendu compte qu'on vit avec un pervers ou une perverse, et de mettre du temps à le voir parce que c'est pas uniquement à cause de notre propre déni, c'est aussi parce que il y a une grosse dissimulation qui est faite et lorsqu'on essaie d'avoir quelques instants de lucidité, de comprendre que il y a une agression quand même, on n'est pas... en fait, hop, le pervers essaie de nous rendre coupables de ce qui se passe, de nous faire culpabiliser, ce qui fait qu'on a l'impression que tout est de notre faute et ça nous empêche de nous rendre compte qu'on est agressé en fait. Donc ça prend du temps. Donc en fait, en général, la plupart du temps, les personnes s'en rendent compte après un certain temps lorsqu'il est déjà trop tard, j'oserais dire. Alors il n'est jamais trop tard pour partir, mais je veux dire lorsqu'il y a déjà des choses qui se sont faites, peut-être des enfants qui sont nés, qu'il y a eu un mariage peut-être, des choses comme ça. Et donc c'est beaucoup plus difficile de quitter quelqu'un dans ces moments-là. Alors une des difficultés, une des grosses difficultés, c'est l'aspect social des choses. Parce que lorsque vous quittez quelqu'un qui n'est pas pervers, vous allez pouvoir continuer à avoir des relations à peu près correctes avec cette personne. C'est-à-dire que vous allez réussir à vivre cette séparation en toute intelligence. Si vous avez des enfants et que vous continuez à devoir voir cette personne, ce pervers narcissique, ça se passera plus ou moins bien. Après un début, juste après une crise, c'est toujours un peu difficile, mais ça se passera bien. Vous arriverez à avoir cet équilibre. Alors avec un pervers narcissique, vous savez très bien que vous allez rentrer dans une bataille juridique, procédurière, très longue, parce qu'il va essayer de vous embêter jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est difficile parce que peut-être que vous pressentez, le plus difficile c'est l'aspect social, mais ce qui est difficile aussi c'est que vous pressentez dès le départ, pour avoir vu ou pour avoir entendu ce qui s'est passé avec d'autres personnes qui ont voulu quitter des pervers narcissiques, que ça se passait très mal après. Et que le plus dur finalement, c'était pas pendant que vous étiez avec ce pervers ou cette perverse en vie commune ou dans un mariage. Mais le plus dur, malgré les choses qui étaient extrêmement difficiles que vous viviez, le plus dur, c'est vraiment après. En fait, il y a une partie extrêmement critique, c'est le moment de la séparation, où là, vraiment, le ou la perverse narcissique peut devenir extrêmement violente. Donc je dis là, la personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Moralement, physiquement, sur vous, sur des enfants, sur des amis, sur votre famille. Vous voyez, la violence en fait peut arriver à quelque chose d'extrême au moment de la séparation parce que c'est un énorme choc, un électrochoc pour le pervers narcissique lorsque vous décidez de partir. C'est pourquoi il va essayer de vous rattraper, notamment le pervers narcissique charismatique. Il va essayer par tous les moyens de vous reconquérir, et ce qui fait qu'il y aura énormément d'allers et retours. Avec le pervers narcissique araignée, c'est un petit peu différent. Donc, vous pressentez très certainement
que ça va être difficile. Il faut avoir la force pour partir, parce que les personnes qui ne vivent pas tout ça, qui ont une vie à peu près tranquille, on va dire sans grand haut et sans grand bas, ne se rendent pas compte de la difficulté qu'il y a à quitter un pervers narcissique, parce que eux ne voient que le danger, ils ne voient que le fait que cette personne est extrêmement néfaste, toxique pour vous, voire pour les enfants avec lesquels que vous avez en commun. Et ils se disent, il faut absolument partir, mais ils ne se rendent pas compte, parce que tous les soirs, ils vont rentrer chez eux, tout sera dans la quiétude, dans la sérénité, malgré quelques petites disputes, ce qui est tout à fait normal avec leur conjoint. Mais ils ne se rendent pas compte que vous allez perdre beaucoup. Et déjà perdre beaucoup au niveau, comment dire, de la sécurité de tous les jours, le fait de pouvoir rentrer chez soi, d'avoir le même logement, parce que vous allez devoir quitter votre logement dans la plupart des cas, parce que de toute façon le pervers narcissique fera tout pour que vous ne partiez pas. Si vous restez dans votre logement, il va essayer de venir vous embêter. Donc ça va être extrêmement difficile, parce que vous devrez quitter des choses, enfin vous devrez avoir tous les courages en fait. Tous les courages du monde en fait. Vous savez très bien qu'il y aura un avant, un après. Tout ça vous le pressentez. Et alors il y a le frein matériel, c'est-à-dire devoir quitter son appartement, sa maison, etc. Devoir en chercher un autre, donc il y a des freins financiers, parce qu'il faut préparer les choses. Il y a aussi le frein affectif, parce qu'il y a cette dépendance qui s'est créée, et puis aussi pour les enfants, parce que vous allez devoir, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Si vous partez avec les enfants, que vous laissez les enfants, c'est pareil. Vous les avez toujours à charge, et à charge mentale et à charge affective. Donc en fait, vous allez vous inquiéter pour eux et vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que je reste pour que les enfants aient cet équilibre, un père et une mère avec eux, même si pour moi ça se passe très mal, et même si je sais qu'ils vont subir cette agression perverse au quotidien, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'en fait, vous pouvez être dans un désespoir pendant des mois avant même de prendre la décision de quitter le pervers narcissique. Donc en fait, la rupture, ça comprend aussi cette période avant où vous vous posez la question, où quelquefois même vous êtes pratiquement sûr que vous allez le quitter, mais que vous n'avez pas encore le courage de le faire, parce que ça demande du courage d'abord, et puis de préparer les choses. C'est un petit peu comme les femmes qui sont victimes de violences. Bon, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences. Toute personne victime de violences dans le conjugal, ça demande préparation pour partir. On ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Enfin, si dans les cas d'extrême urgence, c'est ce que l'on fait. Mais ça demande quand même une certaine préparation. Ne serait-ce que mentale. Alors, ce que je disais, c'est que le plus difficile, en fait, c'est au niveau social. Parce que lorsque vous quittez un pervers narcissique et que les autres personnes à qui vous en avez parlé savent que vous le quittez pour cette raison, parce qu'il y a de la violence morale sur les enfants ou sur vous-même, etc., et que c'est plus possible, ils ne comprennent pas que vous ayez du mal à le quitter. Ils se disent, ah ben moi, si ça m'arrivait, je partirais tout de suite, quoi. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est-à-dire qu'ils mettent totalement de côté le fait que vous aimez cette personne, qu'il y a de l'amour entre vous, en tout cas de votre côté. Même si je vous l'ai dit, le pervers narcissique ne vous aime pas. Il vous tient, d'accord? Par la contrainte, par la séduction, par la dépendance, par tout un tas de choses, tout un tas de filets qu'il aura tissés autour de vous, de manière différente, que ce soit un type charismatique ou un type araignée, mais il vous tient. Il ne vous aime pas. Quand il vous dit qu'il vous aime, c'est parce qu'il veut vous séduire. Et alors la toile que je veux dire qui tisse autour de vous, c'est une emprise. Hein. Donc il y a une emprise, il ne vous aime pas, il est simplement dépendant de vous. Il a simplement
besoin de vous. Voilà. Mais il ne vous aime pas, il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Alors voilà, donc la rupture avec le pervers narcissique, c'est très difficile parce qu'effectivement l'entourage, lorsqu'il sait que la problématique principale pour laquelle vous partez, c'est cette violence morale, se dit non mais tu ne peux pas rester, il faut absolument partir. Et donc ils ont éludé complètement le fait qu'il y a de l'amour, comme si lorsqu'on était victime de violence, lorsqu'on est violenté moralement, physiquement, financièrement, sexuellement, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a toutes sortes de violences. Donc, parce que, justement, quand on veut quitter un pervers narcissique, c'est parce qu'il y a de la violence et qu'on s'en rend compte. Eh bien, ils éludent complètement, c'est comme si, justement, hop, un coup, une fois qu'on s'est rendu compte que on a vécu avec un pervers narcissique, que c'est un pervers narcissique, qu'on est victime de violence, l'amour doit s'arrêter. Enfin, comme si l'amour s'arrêtait tout net. Comme si on se mettait même à avoir de la haine pour l'autre, qui est pervers narcissique. Et ça, c'est vraiment une croyance, une idée répandue, une idée reçue qui est complètement fausse, puisque quand on vit les choses, ce que vous avez vécu certainement, ou que vous vivez actuellement, on sait très bien que l'amour, il ne s'arrête pas. On continue d'aimer cette personne, et c'est ce qui fait qu'il y a des allers-retours, et que si vous revenez avec cette personne ensuite, on va vous dire, mais t'es maso ou quoi, je comprends pas que tu reviennes, alors ne viens pas te plaindre maintenant. Voilà, voilà ce qu'on va entendre autour de nous. Il y a une incompréhension parce que ce phénomène n'est pas du tout compris. Le phénomène d'emprise n'est pas du tout compris. Le phénomène de sidération, dans les cas de violence, n'est pas du tout compris. Et c'est pour ça que l'entourage se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas les choses? Pourquoi est-ce que tu reviens avec cette personne? Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Voilà, ça c'est vraiment la chose dont personne ne parle, mais qui est pourtant la chose la plus importante, parce que c'est ce qui fait que vous allez encore plus vous dévaloriser. Alors déjà que durant les périodes d'agression perverse, c'est-à-dire durant votre vie commune ou votre relation amoureuse entre 10 guillemets, entre des dizaines et des dizaines de guillemets, hein, je mets le mot amoureuse, avec cette personne perverse narcissique, il y avait déjà, comment dire, il y avait de la dévalorisation sans arrêt, puisque c'est une agression, et il essayait de vous faire comprendre que vous n'êtes rien, de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, qu'il n'y a que lui qui vaut quelque chose. Alors c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire, il est fait de vous faire croire à vous et aux autres que vous ne valez rien, mais en même temps, il essaie de montrer à vous et aux autres de vous mettre sur un piédestal. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez ambigu. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, est-ce qu'il nous met sur un piédestal ou est-ce qu'il nous dévalorise. En fait, il fait les deux, parce que c'est une constante ambiguïté. Le fait qu'on ait cette violence et que ce soit une agression et qu'elle ne soit pas visible, c'est justement parce qu'elle est ambiguë. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un conflit ouvert, vous savez très bien, un conflit c'est souvent ouvert, sinon c'est un conflit fermé, et donc conflit fermé, c'est une agression. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit ouvert? Un conflit, c'est lorsque vous savez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. Vous savez en quoi vos avis divergent. Vous savez sur quoi vous êtes d'accord et vous savez sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Vous le savez tous les deux. Parce que pour se disputer, lors d'un conflit normal, et c'est tout à fait logique d'avoir des conflits, c'est même la normalité, ensuite on peut se disputer en se disant, bah voilà, moi, enfin, en tout cas, confronter nos désaccords, dire, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et ensuite, chacun mature de son côté ou essaie de dépasser le conflit, c'est-à-dire de trouver quelque chose de commun
pour continuer à fonctionner ensemble. Ou alors pour élever le débat, comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter, sur quoi on n'est pas d'accord. Ou alors on reste là-dessus, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, bon c'est juste un débat d'idées mais on peut s'aimer quand même. Hein. Donc dans les relations amoureuses, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on s'aime pas. Donc en fait on essaie comme ça de dépasser les conflits. Soit en se disant bah on n'est pas d'accord là-dessus mais on s'aime donc voilà, c'est pas qu'on évite le sujet mais on essaie de le, comment dire, de, non pas de l'éviter, mais de le tolérer. On sait que l'autre est différent et c'est pas pour ça qu'on l'aime pas. Au contraire, on l'aime. Mais on sait que là-dessus on n'est pas d'accord et on peut faire évoluer la vie de l'un et de l'autre. Ou alors on dépasse le conflit, on trouve quelque chose de commun qui peut nous aller à tous les deux. Voilà. Ça c'est dans le cadre d'un conflit. Mais avec le pervers narcissique, c'est pas un conflit, c'est une agression. Et l'agression, elle consiste surtout en ne pas dire pourquoi il n'est pas d'accord. Alors il va vous le dire comme ça quand il est en colère sur certaines choses. Et puis un jour ça sera telle chose, un jour ça sera telle autre chose. Donc en fait, c'est jamais, vous savez vraiment, sur ce sujet, sur ce même sujet, par exemple, de désaccord, entre guillemets, désaccord, vous ne savez pas en quoi il est d'accord, il n'est pas d'accord. Parce que peut-être il vous a dit ça, il peut vous dire ça sur le ton de la colère, donc vous dites que c'est peut-être parce qu'il est en colère. En fait, c'est toujours très flou et très ambigu. Et donc voilà, par des tours de passe-passe linguistiques, enfin langagiers, ou par le comportement, ou par tout un tas de choses, il ne va pas être clair sur ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Ou alors rester dans le mystère, en restant silencieux, ce qui fait que bon, vous ne savez pas pourquoi. Et le conflit, ce qui est appelé comme conflit, ce qu'on peut appeler comme conflit, mais en fait ce sont des agressions constantes, n'est simplement réglé que par une réconciliation sur l'oreiller, ou le fait que vous vous séparez, vous n'êtes pas d'accord, vous vous faites la tête quelque temps, et puis voilà, tout repart à la normale parce que c'est le quotidien qui repart, et puis vous n'avez pas réglé les choses, en gros. Donc ces agressions-là constantes, elles sont toujours ambiguës. Vous ne savez jamais exactement l'objet de ce pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous ne savez pas exactement ce qu'il pense, donc vous ne pouvez pas argumenter. Et puis vous voyez bien qu'il ne veut pas régler les choses. Voilà, donc vous restez sur des status quo, si ça vous arrange ou si ça l'arrange aussi. Bon ben voilà, on reste comme ça. Et c'est toujours dans l'ambiguïté. Donc en fait, dans l'ambiguïté, vous ne savez pas s'il vous dévalorise constamment ou s'il vous valorise parce qu'il fait constamment l'un et l'autre, voire même les deux dans une même phrase. Donc c'est vraiment déstabilisant, donc en fait vous ne savez pas. Et vous ne voyez même plus au fil du temps, par habitude, que c'est une agression. Donc ce genre de choses n'est pas vu du tout par l'entourage qui considère, sauf s'ils vous voient à certains moments et qu'ils essaient de vous le dire en disant mais t'as pas vu comment il te parle ou comment elle te parle quand même, tu te rends pas compte comment il parle aux enfants, ce qu'elle fait. Et puis vous ne voyez pas, vous êtes dans le déni, et puis aussi comme il vous a tellement fait croire, et puis vous sentez peut-être vous culpabilisez facilement parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc en fait, il y a, par ce jeu de miroir, vous vous rendez pas forcément compte des choses, et quand vous vous en rendez compte et que vous avez le courage de vouloir partir, on vous dit mais enfin, comment ça se fait que tu es resté si longtemps? Et donc tout ça, ça vous culpabilise encore plus. Vous vous dites vous aussi, bah pourquoi je suis restée si longtemps? Et pourquoi je l'aime encore? Et pourquoi je n'aime pas qu'on dise du mal de lui? Ou d'elle? Pourquoi j'aime pas qu'on dise du mal de mon ex? Pourquoi je l'aime encore? Voilà. C'est très ambigu aussi, enfin c'est très ambivalent ce qui vous reste après la rupture, et il faut quand même faire son deuil. Un deuil blanc, c'est-à-dire un deuil alors que tout le monde autour de vous considère, enfin le déteste ou la déteste, cette personne, enfin je veux dire,
votre ex, hein, et se dit, mais enfin, c'est quelqu'un d'affreux, il faut absolument que tu prennes un avocat, enfin ce genre de choses. Tout le monde le déteste, va dans cette sorte de haine de cette personne et se dit que vous ne pouvez pas faire autrement que de le haïr. Voilà, alors qu'en fait, vous ne le haïssez pas. Vous n'acceptez pas certaines choses qu'elle a faites, et vous poussez ce pourquoi vous voulez partir, mais dans votre fort intérieur, vous continuez de l'aimer. Ça, c'est complètement incompréhensible de la part de l'entourage. Et ça fait que vous continuez à vous dévaloriser pendant des mois et des mois, juste après la rupture, surtout si vous êtes resté longtemps avec lui et que, évidemment, que ça passe par une bataille juridique et donc c'est effectivement très long. Et pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas du tout aidé par ces personnes qui, au bout de quelques temps, vous diront « ne pense plus à lui », etc. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui vont vous freiner. C'est d'abord la bataille juridique, financière, procédurière en fait, hein, par l'intermédiaire de la justice, qui va être très longue, où il faut énormément de force pour arriver à s'en sortir, et puis l'entourage, et puis votre deuil à faire. Voilà. Et puis tous ces problèmes, toutes ces considérations matérielles, changer de logement, déménager, partir de rien, et puis au jour le jour, au quotidien, changer complètement toutes ces habitudes qu'on avait avec le compagnon ou la compagne perverse narcissique, parce que malgré le fait que cette personne, que c'est extrêmement violent au niveau moral, on avait quand même des habitudes de tous les jours. Parce que ce que ne comprennent pas les autres au jour le jour, les autres, votre entourage, c'est que les personnes perverses narcissiques ne sont pas violentes comme ça tous les jours. De même que les hommes violents ou les femmes violentes ne sont pas violentes comme ça tous les jours, ne battent pas leurs compagnons ou leurs compagnes ou leurs enfants comme ça tous les jours. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a un cycle de la violence. Et donc, en fait, il y a des périodes, lune de miel, où tout se passe bien. Puis après, il y a une période de tension où on sent que les choses vont s'envenimer, où on a un petit peu peur, on marche sur des yeux, et on sent que la violence va éclater. Puis il y a une crise de violence physique, morale, financière, ce que vous voulez, sexuelle. Une crise de violence, c'est-à-dire où la violence arrive comme ça, on s'en prend plein la figure. Et puis après, une période de calme, et puis les choses reprennent comme ça. Donc en fait, tout cet entourage qui ne connaît pas ce cycle de la violence, qui ne sait pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment se passe la violence perverse narcissique, a des idées reçues, pense qu'il suffit de s'éloigner du pervers ou de la perverse et que tout se passera bien, alors qu'en fait, après la séparation, ça sera exactement pareil. Donc il va falloir apprendre, vous serez simplement protégé du fait que vous ne serez pas tous les jours avec cette personne perverse et qu'en plus vous pourrez refaire votre vie et avoir une chance de vivre un amour avec quelqu'un d'autre et vous épanouir, ce que vous ne faites pas tant que vous êtes avec le père narcissique. Donc c'est ça en fait le bénéfice que vous pouvez en tirer de cette rupture. Et donc les autres, l'entourage pense que c'est juste un danger, comme quelqu'un qui sera en danger immédiat et qu'il suffit qu'il s'éloigne du pervers pour que le danger soit éloigné. Mais en fait, le danger continuera d'être là. Simplement, vous ne vivrez plus au jour le jour, donc vous ne serez pas au quotidien et vos enfants, si vous les avez avec vous, ne seront pas au quotidien avec là ou le pervers narcissique, et donc vous allez pouvoir reprendre votre souffle et pouvoir enfin regarder les choses autrement, vous retrouver avec vous-même et pouvoir guérir de tout ça, guérir de ce traumatisme. C'est ce que va permettre la rupture, c'est ce pourquoi vous allez partir. Voilà, alors il y a des cas où c'est le pervers narcissique qui part, donc ça on verra ça
une autre fois, parce que je ne peux pas parler de tout et en même temps. Je parle d'un cas qui fonctionne avec une grosse partie des personnes qui écoutent, quand même, pour l'instant. Il y a des cas où c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui part. C'est souvent une perverse narcissique, mais bon. Et c'est souvent dans le cas du profil araignée. Elle part parce qu'elle va faire croire à ce moment-là que c'est vous, le ou la perverse narcissique. Voilà. Et en partant, justement, elle va faire croire à l'entourage que c'est dans le premier cas, c'est-à-dire que elle part parce qu'elle est victime de perversion narcissique, victime de violence morale, physique, etc. Quand bien même ce n'est pas vrai, évidemment. Même s'il y aurait eu de la violence, ce serait dû à de la provocation qu'elle aurait fait exprès de... Alors ça, c'est tout un jeu de miroir parce que, en fait, les personnes araignées vont faire croire qu'elles sont victimes d'un pervers narcissique et que vous êtes la pervers ou le pervers narcissique, qu'elles essaient de quitter. Et si c'est vous qui partez, parce que justement vous êtes victime de violence, c'est pareil, le pervers narcissique va essayer de faire croire que c'est vous qui l'avez violenté aussi. Donc il y a toujours ce jeu c'est-à-dire que il va toujours, par l'inversion, là où le pervers narcissique va toujours faire croire que c'est vous le pervers narcissique. Après, dans certains cas, il aura plus de facilité à le faire croire, dans d'autres cas, non. Mais de toute façon, si certaines personnes vous croient que vous êtes bien la victime, et que c'est la réalité, donc, eh bien, comme je vous dis, ils auront du mal à comprendre que vous aimiez encore cette personne. Donc, je vous demanderai de vous référer à la vidéo que je vais faire sur le deuil blanc. Comment est-ce qu'on fait le deuil, justement, de cet amour avec un pervers narcissique, puisque nous, on a aimé, enfin, vous, la personne qui avait été en relation amoureuse avec ce ou cette pervers, vous avez aimé, vous avez été seul à aimer, mais vous avez aimé, et il faut donc faire le deuil de cette relation amoureuse. Et c'est un deuil spécial, c'est pour ça que je l'appelle deuil blanc. Donc je vais arrêter ici la première émission sur la rupture avec un pervers narcissique, le déchirement. On verra ensuite toutes les étapes et tous les aspects de cette rupture, mais c'est vrai que je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Veuillez cliquer sur le pouce si c'est le cas. C'est une reconnaissance pour moi parce que je me dis, bon, bah, finalement, ce que j'ai dit a été utile. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de questions pour ce sujet. Parce que, et il peut même peut-être être effectivement nécessiter beaucoup d'émissions parce que il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de cas particuliers, notamment par rapport aux deux profils, et beaucoup de choses à défricher parce que peu de gens, je l'ai vu sur YouTube, ou peu de psychologues évidemment parlent de cette rupture. Moi, je ne suis pas psychologue, je vois les choses d'un point de vue sociologique et puis aussi du point de vue de mon expérience par les différentes ruptures que j'ai pu avoir dans ma vie amoureuse et puis avec des pervers narcissiques ou des personnes qui ne l'étaient pas mais qui étaient toxiques et puis par les différentes ruptures que j'ai pu avoir aussi dans le monde professionnel. Donc en fait, j'ai vécu des expériences dans différents domaines. Donc en fait, j'allie mes expériences donc, au niveau empirique, en fait, tout ce qui s'est passé au niveau empirique, ma connaissance empirique, donc mon vécu, qui est éclairé par tout ce que j'ai pu en apprendre au niveau théorique et aussi tout ce que j'ai pu en apprendre en réfléchissant moi-même parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'études, on n'avait pas assez d'éclairage et que c'était pas assez complet ces éclairages. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne, c'est pour allier
ce que j'avais vécu et la compréhension, toute, toute la recherche que j'ai fait personnellement pour comprendre tout ça, alliée à une connaissance théorique des choses et à un éclairage plutôt sociologique, et puis aussi en fait pas seulement au niveau de la sociologie, mais ne pas rester, surtout ne pas rester dans ce que j'appelle cette prison du tout psychologique que l'on vit actuellement, où tous les phénomènes, notamment ce phénomène-là, sont étudiés, analysés que sous l'angle psychologique. On est dans une société psychologisante où tous les phénomènes sont analysés uniquement dans cette prison, donc dans cette... C'est pour ça qu'on tourne en rond et que les psys n'arrivent pas à résoudre certaines choses, je trouve, et qu'on a besoin d'avoir des éclairages qui nous viennent de la sociologie, de la philosophie, des neurosciences, et aussi de certaines pratiques qui peuvent énormément nous aider par rapport à, comment dire, la psycho-énergétique, tout ce qui est du domaine du spirituel, de l'élévation de soi, et puis de techniques comme l'Ho'oponopono, l'EFT, l'énergie, toutes ces choses-là. Tout ce qui peut aider, et puis les techniques de méditation aussi, la visualisation, comment dire, l'hypnose, enfin, et l'auto-hypnose. Toutes ces techniques qui peuvent nous aider. Donc en fait, je vais allier toutes ces choses. C'est ce pourquoi j'ai voulu créer PN Theory, pour vous transmettre et aider le maximum de personnes, pour vous transmettre tout ce que j'ai appris, parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, j'ai vécu des choses évidemment extrêmes, et dans les moments justement où j'aurais pu ne plus être là, parce que ayant vécu énormément de violence, dont de la violence physique, dans une expérience amoureuse que j'ai eue, j'ai failli évidemment mourir à un moment donné, parce que bah, un coup de trop peut évidemment être fatal. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été sauvée plusieurs fois, notamment une fois par mon enfant qui était tout petit. Donc il y a des miracles parfois dans la vie. Et donc c'est ce pourquoi je me suis dit, bah, j'ai failli quand même passer de l'autre côté. Voilà, ne plus être là. Et c'est pourquoi je vois la vie maintenant comme une chance. Je me dis, j'ai de la chance d'être là. Et je me suis dit, voilà, maintenant que je suis là, eh bien, je voudrais tout faire pour aider les personnes qui vivent ces choses-là. Et puis aussi pour la compréhension du phénomène qui, à mon avis, n'est pas du tout comprise comme elle le devrait et ne permet pas, en tout cas en l'état actuel des choses, tout ce qui est fait au niveau psychologique, ne permet absolument pas d'aider les victimes. D'ailleurs, les enferme, je trouve, dans les fait tourner en rond. Donc on n'avance pas. On est enfermé dans une certaine prison mentale qui surajoute à cette prison que l'on a vécue en ayant été victime de perversion et qui nous survictimise. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de nous aider, bah, on devient une victime une deuxième fois et ça ne nous fait pas du tout sortir de la victimisation, mais au contraire, ça nous fait y rester. Comme si on devait être victime à vie pour les psychologues ou pour les gens du social, et comme si on était des pauvres petites victimes qui ne peuvent pas s'en sortir, et à la fois que c'est extrêmement complexe et qu'on ne s'en sortira jamais, etc. Et qui en même temps ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'outils, soit ne l'ayant pas vécu eux-mêmes, soit ne comprenant pas le phénomène comme suffisamment, soit restant parce qu'ils restent dans ce tourner en rond, dans cette prison mentale qui est les théories psychologiques du moment qui n'aident pas. Voilà, donc j'ai l'air d'être un peu remontée contre les psychologues, mais c'est vrai que quand vous faites une thérapie, parfois vous avez l'impression que vous vous en sortez pas et qu'il vous faut autre chose, que c'est pas suffisant, que c'est pas la bonne direction quand on tourne en rond. Donc voilà, c'est ce pourquoi je fais mes vidéos ou ces émissions.
c'est pour justement apporter autre chose qui puisse vraiment aider les victimes. Et c'est ce pourquoi les personnes qui sont victimes seulement un temps, qui ne seront pas victimes toute leur vie, et si elle veut ne pas tourner en rond et enfin pouvoir s'en sortir, et puis même être heureux et être heureuse, et voire même s'élever, s'en sortir, se sortir de toute cette... de tout ça, et bien en fait, c'est en transmettant tout ce que j'ai vécu et en étant le plus authentique possible, en vous disant quelques petites choses personnelles pour que vous puissiez vous identifier à ce que j'ai vécu, vous dire ah ben oui moi aussi j'ai vécu ça, etc. pour que ça puisse vous parler et que peut-être ça puisse faire un déclic et ça puisse vous aider à vraiment guérir. Voilà, et ne pas rester dans ce je m'en sortirai jamais, la souffrance est trop grande, elle est trop immense. Non, on peut tout à fait s'en sortir. La preuve, je m'en suis sortie et j'ai fait plus que m'en sortir. Et on peut vraiment être heureux, être heureuse, on peut vraiment trouver, s'aimer soi-même, apprendre des choses qu'on n'aurait jamais pu penser, jamais cru, d'ailleurs qu'on aurait pu être capable de faire, de penser, de voir, etc. Donc il y a vraiment un autre monde après cette rupture. Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous remercie pour tout. Veuillez cliquer sur le pouce levé si ça vous plaît, si vous avez envie de m'encourager aussi, parce que c'est évidemment une démarche que je fais qui n'est pas facile, hein, parce que je vous dis aussi des choses qui me sont arrivées, c'est quand même pas facile pour moi à certains moments. Et mais en fait, ça ne peut être que bénéfique parce que ça peut être utile. Et c'est vrai que j'ai toujours en tête cette phrase, donc je ne sais plus de quel auteur elle est, qui sauve un homme sauve l'humanité. Alors je ne veux pas forcément sauver quelqu'un, vous allez vous sauver vous-même. C'est pas moi ou votre psy ou quelqu'un d'autre qui vous sauvera ou quelqu'un qui vous aime. Non, non, c'est vous qui allez vous sauver. Mais moi j'ai l'impression que, comme le colibri, je vais faire ma part. Voilà. Et c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de faire ma part. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt pour une deuxième émission. D'ici là, prenez soin de vous. Voilà. À très bientôt pour une prochaine.